avec ce diagnostic. Mais par contre, jamais il ne nous a dit « Ah, il faut absolument faire une IMG, une trisomie 21, ça n'est pas possible ». Et ça, c'était très important pour la suite parce que le choix que nous avons fait, on ne peut vivre avec que si ça a été notre choix et parce qu'on en porte la responsabilité totale et que c'est une responsabilité qui est très très lourde. Vas-y, j'aurais bien aimé que tu te laves les mains avant. Oui, c'était un bébé qui avait fini sa formation, il avait des doigts, des pieds, des petites oreilles, un petit nez, des yeux, etc. Mais il était encore en projet, c'est-à-dire qu'il était dans mon ventre. Et pour moi, ça a été très important à ce moment-là et après, de me dire que pour moi, un enfant vivant, c'est un enfant avec lequel j'ai pu échanger un regard. Et j'ai su finalement assez vite que cet enfant-là, je n'échangerai jamais de regard avec lui et que ça faisait quand même beaucoup de différence avec mes enfants vivants. Tu coupes avec ton couteau ? Non. Ouais. C'est une décision avec laquelle il faut qu'on vive toute notre vie et c'est pas facile. On y pense à chaque jour de sa vie. Et avec le choc de l'annonce du diagnostic, on n'est pas serein. On a besoin de pleurer, de hurler, de se cacher, de fermer ses portes, de ne plus répondre au téléphone. Oui, j'ai perdu un bébé. J'ai un bébé qui est mort. Qui est mort sans même être né. C'est-à-dire que oui, j'ai accouché, j'ai porté ce bébé pendant 6 mois. Et puis il est mort au moment de naître. On ne sort pas grandi de la perte d'un enfant. On sort abîmé, très très abîmé. Et puis on apprend ensemble à reprendre confiance, à de nouveau avoir de l'espoir. Voilà. Ils font un projet en soi d'accueillir un enfant différent, alors que nous on a fait un projet d'avoir une famille nombreuse et pas d'accueillir un enfant différent. Très chaud ? C'est extrêmement difficile ce regard-là. Des gens qui nous disent mais vous avez préféré avoir 6 enfants en bonne santé plutôt qu'avoir un mauvais numéro. BB5, c'est pas un mauvais numéro. Simplement, c'est un enfant que nous n'étions pas prêts à accueillir au moment où nous l'attendions et que la société non plus n'était pas prête à accueillir. Ça reste un choix totalement inhumain auquel personne ne devrait être confronté parce que décider de la mort de son enfant, c'est inhumain et ça le restera toujours. Mais non ! Sur l'échelle des responsabilités, c'est la plus grande responsabilité qu'on ait jamais prise, quoi. Qu'est-ce qui pourrait empêcher un enfant handicapé, et on voit d'ailleurs se profiler ce type de problème, aux États-Unis, la chose s'est passée déjà à plusieurs reprises, un enfant handicapé se retourner contre ses parents, contre ses géniteurs, et finalement plaider quelque chose qui est exorbitant, c'est-à-dire considérer que sa propre existence est un préjudice, et qui en tant que tel demanderait un certain nombre de réparations. Lorsque je reçois des couples qui ont des soucis en termes de diagnostic prénatal, il faut les laisser parler, il faut les laisser s'exprimer. Et il faut laisser germer en eux les possibilités. Elles viennent. Il suffit d'attendre un petit peu, éventuellement, vous grattez un petit peu, puis ça démarre. Et après, vous évaluez avec eux ce qu'il y a comme possibilité. L'obstétrique, c'est pas uniquement des petits bébés tout beaux, tout roses, publicité avec un bain moussant. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le côté sympa, c'est le côté vitrine. Et donc, si tout d'un coup, il y a la demande d'interruption médicale de grossesse, puisqu'il y a une maladie qui a plus qu'une très haute probabilité, c'est une trisomie 21, d'une particulière gravité, c'est grave une trisomie 21, même s'il y en a qui y vivent, ils ne sont jamais autonomes, il faut s'en occuper. Bon. Et incurable, la trisomie 21 n'est pas curable. Vous ne vous imaginez pas, avec une pince à épiler, retirer un chromosome 21 dans toutes les cellules. Malheureusement, lorsque vous avez des couples à qui vous faites une annonce d'un enfant qui a une trisomie 21, ils vous regardent. Vous essayez de trouver des métaphores en disant il a une trisomie 21. Ils vous regardent droit dans les yeux en disant mais bon, c'est pas grave, il n'est pas mongolien. Et là, à ce moment-là, vous avez une espèce de mur qui s'écroule parce que la société dans laquelle on est fait qu'on les appelle encore enfants mongoliens. La grande rupture, tout de même, n'est pas entre la vie normale et la vie anormale. C'est entre la vie et puis la mort.
La vie elle-même, eh bien, ne va pas sans pathologie. Et sans doute que si il y a des pathologies que nous n'acceptons plus, c'est peut-être aussi parce que nous avons un certain problème avec la vie. Dans le monde, 8 millions d'hommes et de femmes sont atteints de trisomie 21. Leur chromosome 21 supplémentaire implique un retard mental et un développement physique particulier. Il engendre chez une personne sur deux des pathologies associées comme une malformation cardiaque, intestinale, oculaire ou un déficit immunitaire dont Violaine a été épargnée. On est comme des stations là. L'espérance de vie d'une personne trisomique était de 9 ans en 1920. Grâce au progrès de la médecine, elle atteint plus de 60 ans de nos jours. Si on pense à un handicap chez le fœtus, il faut penser que ce handicap n'est pas simplement un handicap sur un être en développement ou un être en relation avec le monde extérieur, c'est un handicap présenté par quelqu'un qui est en train de vivre déjà sa vie. Il vit déjà sa vie et c'est une vie totale, sauf si le handicap justement empêche. Alors on a déjà une réponse qui se profile. Si nous avons un handicap qui empêche l'accession à cette structure vitale humaine particulière, on est déjà un peu dans l'inhumain. Je me souviens, avant de créer le service de maternologie à Saint-Cyr-l'École, quand je suis arrivé dans ce service, la grande majorité des enfants qui étaient hospitalisés étaient des enfants qui avaient entre 10 et 15 ans, qui étaient dans des lits à barreaux que l'on gavait, et il y avait des infirmières qui étaient là, en roulement, n'est-ce pas, pour entretenir, n'est-ce pas, ces enfants qui n'avaient aucune vie relationnelle. Je ne sais pas si cette situation est humaine, voyez-vous, et je ne pense pas qu'on puisse dissocier diagnostic du handicap et cette histoire de toute la vie derrière qui est en jeu. On est dans une autre situation que la situation de l'acharnement thérapeutique chez les mourants. On a la question de l'acharnement thérapeutique chez un éventuel vivant. Finalement, quand on parle d'interruption médicale de grossesse, il faut appeler un chat un chat. Pourquoi est-ce qu'on fait des féticides in utero? C'est parce que ça fait plus propre de mettre une aiguille dans un cordon, un peu dans le noir, sous écho, et puis on se voile la face. Mais mon travail, c'est d'avoir de la compassion avec les gens, d'essayer de me mettre à leur place. Jamais, je ne suis pas à la place des gens, mais d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe chez eux et d'avoir un peu d'humanité, enfin de recoller un peu les morceaux. Les médecins ne voient pas au travers des ventres des femmes et le handicap n'est pas toujours détecté ou décelable au cours de la grossesse. C'est au moment de la naissance, lors du face-à-face avec leur bébé, que des parents sont confrontés au traumatisme de la différence. Moi, juste à l'accouchement, en le voyant, je me suis dit, bizarrement, c'est vrai qu'il a des airs de trisomique, mais en pensant que tout allait bien pour autant, vu que personne ne m'avait prévenu à l'instant T, vu que ce soit l'infirmière ou la puéricultrice, ils sont tenus d'attendre l'avis du pédiatre. Donc c'est resté juste une idée fugace, comme ça, éphémère, en me disant, il a un peu les traits d'un trisomique. À ce moment-là, la terre s'écroule. C'est un grand vide un grand vide qui arrive là. On prend une nouvelle en pleine face alors qu'on s'y attendait vraiment pas. Dès l'annonce du handicap, j'ai demandé à mon gynécologue le choix qui se présentait à nous tout de suite. Ça m'est tout de suite venu à l'esprit. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité de le reconnaître, de ne pas le reconnaître, de le garder, de ne pas le garder, de faire un bout de chemin avec lui ou pas. Et tout de suite, on m'a dit qu'il était possible de le remettre à l'adoption, de le laisser tout de suite ou plus tard. Les 48 premières heures, on a sans cesse changé d'idée. Ça veut dire on rentre à la maison avec lui, on le laisse à la maternité, on le met en pouponnière, on le reconnaît pas. Et en fait, on a décidé donc de le reconnaître. Dans un premier temps, de rentrer à la maison avec lui,
ne sachant toujours pas si on allait le garder ou pas par la suite. La vraie question étant surtout, sans penser qu'à nous, c'était surtout de penser à l'enfant, allions-nous être capables de le garder dans de bonnes conditions pour lui tout au long de sa vie. Il ne s'agissait pas de le prendre, comme c'était mon cas au départ, comme une fatalité. Je pensais, moi, contrairement à ma femme, au départ, être capable de l'assumer. J'ai bien compris que c'était quelque chose qui était vraiment très, très, très lourd sur le long terme. On se sent un peu investi d'une mission héroïque au départ. On se dit, je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Comment peut-on abandonner son enfant ? On a passé entre le jour de l'accouchement et la signature de la remise à l'adoption, il s'est écoulé 1 mois. Pendant 1 mois, on a vu des professionnels, des parents d'enfants trisomiques, beaucoup de professionnels, des psychologues. Le bébé était avec nous. On gardait le bébé à la maison. On avait notre bébé à la maison. Après, on l'a mis à l'hôpital parce que moi, je ne pouvais plus m'en occuper. On lui a dit au revoir dans des conditions les meilleures possibles pour nous et pour lui. Toutes ces choses-là nous ont aidés, nous, par la suite, à pouvoir avancer et puis se reconstruire, je pense. Et en plus, la trisomie, c'est quelque chose qui est, alors peut-être trop, mais c'est quelque chose qui est décelable. Et ça, je leur en voulais. Je me disais, il y a un test qui est fiable à 100%, et nous, nous, on ne nous l'a pas proposé. Et nous, aujourd'hui, on se retrouve avec un bébé qu'on va laisser, et à quel prix ? Parce qu'on n'a pas pu faire la myosynthèse, parce que... c'est vrai que j'ai toujours répété, je ne voulais pas vivre avec un enfant handicapé. Au départ, on ne pense jamais qu'on arrivera à prendre une décision. Le garder, notre vie elle est foutue, le laisser, notre vie elle est foutue. Donc, et puis un jour, on arrive à prendre la décision. Dès sa naissance, de toute façon, il allait vivre, soit avec nous, soit avec d'autres, mais ça, on savait qu'en le laissant, on allait vivre jusqu'à la fin de nos jours avec ça sur la conscience, en se disant, il est quelque part, il vit quelque part, cet enfant. En le gardant, c'était toute notre vie qui était chamboulée. Nous, si on avait eu le choix pendant la grossesse, on l'aurait arrêté dès le départ. Et paradoxalement, on se retrouve à être beaucoup plus jugé, ou alors c'est peut-être le fantasme que je m'en fais, d'être jugé de le remettre à l'adoption une fois né, alors que la pression m'a l'air beaucoup moins importante que de faire une interruption médicale de grossesse, quel que soit le stade de la grossesse. C'était un choix complètement personnel de se dire, nous, on n'est pas capable on n'est pas capable, on ne se sent pas la force. Et même, on ne veut pas vivre avec un enfant handicapé, tout simplement. C'est tellement tabou ce qu'on a fait, c'est tellement hors société, hors norme, que personne ne peut témoigner, personne. Les parents biologiques qui ne souhaitent pas élever leur bébé le remettent à l'aide sociale à l'enfance en tant que pupille de l'État ou à des œuvres d'adoption privée spécialisées dans le placement d'enfants déficients. Les parents disposent de 2 mois pour se rétracter. Les familles adoptantes attendent ces enfants. Elles ont obtenu un agrément d'adoption classique en précisant qu'elles souhaitent accueillir un enfant à particularité. Les services sociaux ou les œuvres privées parviennent grâce à leur expérience à donner à chaque enfant, selon son handicap, la famille adoptive qui lui conviendra. Un enfant qui n'est pas parfait vient mettre en cause d'avance la qualité parentale. Nous ne sommes pas, nous, des parents parfaits, puisque nous n'avons pas fait un enfant parfait. Qu'est-ce que c'est que le rapport des parents aux enfants ? On a toujours dit, c'est l'amour. Il n'y a d'amour que si, avec l'autre, on peut entrer dans un cycle du don. Les gens doivent peut-être, les éventuels parents, sentir obscurément qu'ils n'auront pas la capacité du don. Cette question de la légitimité du refus de l'enfant, on n'est plus dans un point de vue moral, on est dans un point de vue profondément psychologique et affectif. Le sentiment obscur au fond de soi qu'on ne saura pas